Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Cette semaine, Femmes et Pouvoir a été associée au sommet mondial des femmes de l'industrie manufacturière qui s'est déroulé à Montréal, les femmes qu'on appelle les femmes 4.0. Et pendant ce sommet, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer mon invité du jour qui s'appelle Taheri Khalem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale associée IT Advice, vous êtes coach d'entreprise internationale certifiée et vous êtes professeur à l'école d'ingénieurs l'INCSEM et vous êtes basée à Casablanca, Maroc. Exact. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacée sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci pour votre invitation, Carole. Khalem, que signifie pour vous le mot pouvoir? Le mot pouvoir est un outil, à mon avis. C'est un moyen pour pouvoir faire un changement dans le monde. Il faut savoir l'utiliser au bon moment, au bon endroit. Et comment vous l'utilisez dans votre environnement personnel et professionnel? Est-ce que vous l'utilisez de la même manière ou est-ce qu'il y a une différence? Bien évidemment, il faut l'utiliser selon les situations. Et personnellement, en fait, le pouvoir, la façon dont je l'utilise, ou bien le mode d'utilisation, j'oscille entre un peu le participatif, dans ce que je fais avec mon entourage, et entre le participatif et l'autoritaire. Parce que c'est selon les conditions, selon les moments, selon les situations, il faut choisir son mode d'utilisation de son pouvoir. Alors vous êtes une femme dans un monde d'hommes. Vous êtes ingénieur, vous êtes prof certifié, vous avez fait l'école polytechnique de Lille en France. Est-ce que vous avez noté une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Et en fait, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait une différence selon le genre, mais plutôt la différence selon le type de personnalité. Il y en a des personnes, et on peut par la suite parler d'un pourcentage beaucoup plus élevé chez l'homme et chez la femme, mais sinon c'est la personnalité qui décide en fait le mode d'utilisation de son pouvoir. Et comme ce que je viens de dire, entre le participatif et le mode autoritaire. Et comme vous le savez très très bien, les hommes, ils sont beaucoup plus dans le mode autoritaire que le participatif. Et les femmes, ils sont beaucoup plus dans le participatif que l'autoritaire. Mais ce n'est pas une règle, plutôt c'est la personnalité et ce n'est pas les genres. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été votre cas, par exemple? Si on l'a entendu parler, ça veut dire qu'il y a une partie de la réalité. Hein. Certainement. Ce n'est pas mon cas. Personnellement, j'essaie de faire un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma vie privée. Donc ce sont trois éléments essentiels pour moi. On ne naît pas puissante, on le devient. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie que les femmes devraient mettre en place pour accéder aux espaces de décision? Par exemple, vous, quelle stratégie vous avez mis en place pour être à la place que vous êtes? Parce que hier, vous racontez aussi que c'est votre directeur, en tout cas le fondateur de votre entreprise, qui vous a choisi comme directrice générale, j'imagine en concurrence avec plein d'autres candidats. Quelle stratégie vous avez mis en place? En fait, la première stratégie, c'est de renoncer à chercher le pouvoir. Si on le cherche, on n'y arrivera jamais. Ça, c'est déjà le premier point. Je l'ai cité parce que c'est important de le dire quand même. L'homme, ce n'est pas notre ennemi. Hein. On est tous dans un monde. Effectivement, on était, comme ce que j'ai dit, nous sommes deux associés à 50%, et c'est moi la directrice. Et l'autre personne, la directrice générale, et l'autre personne, c'est le directeur technique. Et c'est lui qui a décidé que je sois la directrice parce qu'il a trouvé que j'ai les compétences qu'il faut pour faire la chose. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est important de le noter quand même. Le deuxième point, pour les femmes, effectivement, il faut renoncer, il ne faut pas y aller le chercher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire un travail sur soi. Le premier travail à faire sur soi, c'est d'être contente que je suis une femme, s'accepter telle que je suis. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Et ça, c'est la chose qui manque malheureusement plusieurs femmes, premièrement. Deuxièmement, c'est de faire un travail, de développer quand même ses compétences et ses connaissances en leadership et pouvoir travailler sa liberté. Et quand je parle de la liberté, c'est la liberté de choix, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'agir. Ça, c'est des éléments qui sont trop importants pour qu'on puisse quand même arriver à un poste de pouvoir.
on pourrait dire, ben justement, c'est une femme ingénieure qui porte le foulard, qui parle de liberté, de s'accepter comme on est, de faire ses choix. Enfin bon, vous êtes en train d'avoir tout un discours où on a l'impression que les autres, ça veut dire qu'ils ne vous comprennent pas ou ils ne savent pas ce que ça veut dire une femme qui fait un choix, parce que clairement, ce que vous êtes en train de dire, c'est faire ses choix et les assumer. Soit ils ne le savent pas, soit ils ne veulent pas le savoir. En fait, s'ils ne le savent pas, ils ont intérêt de faire un effort pour aller chercher la donnée de la source. Malheureusement, je vais le dire, on est dans essai télévision ici, mais bon, il ne faut pas croire à tout ce qu'on reçoit des médias. Il faut quand même vérifier de la source. Et s'ils ne veulent pas le savoir, c'est leur problème. Ils sont à l'aise peut-être avec cette situation. Et voilà, donc on peut vraiment pas faire quelque chose et grand-chose dans ce cas-là. Bien, est-ce que vous avez l'occasion de partager votre expérience, votre poste, ce que vous faites, ce qui vous anime avec d'autres femmes? Oui. Premièrement, les femmes qui m'intéressent en premier, ce sont mes femmes et hommes aussi, élèves ingénieurs. Je suis enseignante depuis 2009, je pense. J'interviens à l'INSEM, ça fait 11 ans. Et je partage avec eux, et à chaque fois, suite à leur demande. Chaque fois, je reçois Madame, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Je leur dis en extra. Ça ne fait pas partie du cours. Je suis prof de management des organisations, mais ça va être en extra, on peut le faire. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est dans le monde associatif. Au Maroc, j'interviens dans une association qui travaille sur l'épanouissement et le développement de l'élève ingénieur et de l'ingénieur au Maroc. Et on fait des assises, on fait des événements, on organise des événements à l'échelle nationale. Et c'est des occasions, bien évidemment, de partager leurs expériences. Je fais partie d'autres associations féministes et on fait la chose, bien évidemment, entre femmes aussi. Hein. Ça, c'est entre femmes. Très bien. Quelle action pensez-vous que les organisations pourraient mettre en place pour encore plus faciliter l'accès des femmes dans des espaces beaucoup plus réservés aux hommes? Pas grand-chose. L'égalité de chance, tout simplement. On a besoin d'une égalité de chance. Ça, c'est le point le plus important. Laisser à la femme sa place. Ce n'est pas lui donner sa place, mais ce que je dis toujours, laisser à la femme sa place. Et en tout cas, je dis, c'est eux les perdants, ce n'est pas les femmes. Oui, parce que c'est eux qui laissent passer exact, des compétences à côté. Et donc, je préfère quand même que les organisations choisissent les compétences et pas les genres. Et que pensez-vous de l'instauration des quotas, par exemple? Ah, c'est une insulte pour la femme, je suis désolée. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est une insulte pour la femme, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est comme si on dit, vous n'êtes pas capable, mais quand même, on va vous donner un petit chouïa. Chouïa, c'est en arabe. On va vous donner une petite place. 1%, 5%, 10%, c'est pareil. 50%, pour moi, c'est pareil. Le quota, pour moi, c'est pas une réalisation. C'est vrai que dans des milieux, dans des pays moins développés, on peut dire que c'est un premier pas. Mais malheureusement, dans ces pays, ce premier pas devient la règle. Et ça, c'est malheureux. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, une devise qui inspire vos engagements, vos propos ou qui illustre votre personnalité? Je peux vous dire un retour vers la spiritualité. Chacun à sa manière. On n'est pas là pour mettre des règles pour tout le monde, mais chacun à sa manière. Sur ces jolis mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Tahiri Khalem, où nous parlions de l'égalité, de l'instauration des quotas. Est-ce que vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose qui vous énerve vraiment dans la société ou dans votre environnement professionnel, ou quelque chose qui vous touche vraiment, que vous avez envie d'encourager? La discrimination. C'est votre coup de gueule? Oui, ça dérange énormément. Si on arrive à la dépasser, on va gagner beaucoup. Tout le monde va gagner. Et le coup de cœur, c'est l'instauration de l'égalité. L'égalité de chance et l'équité des obligations. Ça, c'est un vaste sujet, un vaste programme. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Ahlam, moi-même, avec ma singularité. Donc, malheureusement, il n'y a personne que je peux choisir. Parce que je suis moi. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Parfait.
Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Comme ce qu'il dit mon grand frère à chaque fois, pour pouvoir faire un changement, on a besoin de poser des questions justes et pas juste des questions. Et la question juste que j'ai envie de poser pour pouvoir changer le monde, c'est quelles sont déjà les contraintes. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a plein de contraintes politiques, économiques, culturelles, écologiques, je dirais sécuritaires, technologiques, Tout. climatiques, il y a beaucoup. Donc nous avons besoin quand même de voir quelles sont ces contraintes, les citer dans la globalité, premièrement. Et deuxièmement, il faut avouer qu'on a un monde avec beaucoup de mal. Et à mon avis, la solution, c'est de faire un retour vers le sens de la vie. Ça, c'est le point avec lequel je peux commencer. Retourner sur l'origine de l'humanité, la source en fait. Exact. Pourquoi on est là et qu'est-ce que je fais qu'est-ce sur Terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est le sens de ma vie. On l'a oublié avec notre quotidien, avec la recherche des pouvoirs, avec la recherche de l'argent. Oui. Voilà, donc ça dépend des personnalités et on l'a dépassé malheureusement. C'est vrai. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise soit le pouvoir, soit la féminité, ou alors le pouvoir et la féminité en même temps. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Oui, je l'ai apporté, qui englobe les deux, mais malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Ah, non, alors parce qu'il est dedans, okay. C'est mon cœur. En fait, moi, je suis pour l'alignement cœur, corps, cerveau. Et ça, c'est l'avantage de la femme et la féminité. La femme, c'est quelqu'un qui introduit dans son, que ce soit exercice de pouvoir, leadership, l'intelligence émotionnelle. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Taheri Khalem », vous lui diriez quoi? Je lui dirais, je préfère que tu sois toi-même, avec ta singularité, une personne équilibrée et qui a et qui a une vie avec beaucoup de sens. C'est nettement mieux que d'être Taheri Ahlam. Et quand vous rencontrez des jeunes femmes, j'imagine que vous avez des étudiantes. D'ailleurs, est-ce que vous avez un pourcentage élevé de filles dans vos cours? Oui, oui, et je suis fière, et je vais le dire une autre fois, comme je l'ai dit hier, ça m'a fait rire quand même d'entendre dans des pays développés, tels que la France, tels que le Canada, et un enseignant, il s'exprime, on est arrivé à 30%, l'objectif l'année prochaine, on est arrivé à 20%, pardon, et l'objectif l'année prochaine d'arriver à 30%. Nous, on est déjà à 50%. Dans une école appelée École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. La spécialité de base, c'est l'électricité et des mécaniques. Donc, ce sont, comme on l'appelle, comme les autres l'appellent, des spécialités d'hommes, on est déjà à 50%, femmes et hommes. Et pratiquement la même chose dans plusieurs autres écoles d'ingénieurs. Oui, c'est ça qui est paradoxal, parce que quand on imagine, par exemple, les pays du Maghreb, on est persuadé qu'il n'y a aucune liberté pour les femmes, qu'elles ne sont pas à l'école, qu'elles n'étudient pas. Et 50%, en effet, il n'y en a pas en Europe. Hein. Oui. Donc, les écoles d'ingénieurs sont encore loin de ça. Oui, je l'avoue, mais il faut faire quand même des actions. Moi, je peux parler de mon petit coin. Je suis, comme ce que je vous ai dit, membre d'une association qui est appelée AFI, Association Forum Ingénieur. Donc, on fait l'encadrement, comme ce que je vous ai dit, et l'épanouissement de l'élève ingénieur et de l'ingénieur. On organise des événements. On organise des événements, que ce soit pour les étudiants du bac, du 6e, et aussi pour les étudiants des classes préparatoires, etc. Dans ces événements, on leur présente quels sont les choix, quelles sont les possibilités, quelles sont les options qui existent, que ce soit pour les étudiants de bac, on leur présente les métiers, on ramène un médecin, un avocat, des ingénieurs, etc. Et c'est à eux de choisir. Pour les élèves du classe préparatoire, et c'est eux qui font l'autre spécialité informatique, ingénierie financière, etc., etc., on les regroupe une autre fois, on ramène des ingénieurs, des élèves ingénieurs de différentes écoles d'ingénieurs au Maroc, on ramène des ingénieurs qui ont fait leurs études à l'étranger, qui ont passé le concours, par exemple le concours national en France, etc., etc., et ils se présentent, ils présentent leur école. Et par école, on ramène l'élève qui est toujours là, qui a une mise à jour de la journée et quelqu'un qui a eu le diplôme et qui a une expérience dans la société. Et est-ce que c'est facile de trouver un emploi après pour les femmes? Oui, bien évidemment, oui.
que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Ou à l'étranger. Oui, oui. Nous avons des industries. Mais j'ai un peu l'impression que depuis que votre nouveau roi Mohamed VI est là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore un plus grand élan pour tout ce qui concerne l'égalité, la place des femmes dans la société. Je suis un peu ça, pas de façon très précise, mais c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Est-ce que je me trompe? Oui, et donc le Maroc, il a vraiment dépassé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais vraiment avec une vitesse supérieure ces dernières années. Exact. Ouais, très bien. Alors, vous êtes une femme de pouvoir, Khalem. Pour conclure cette entrevue qui touche déjà à sa fin, quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, je vais le dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui me l'annoncent à chaque fois. C'est pour cela que je trouve que c'est la chose que j'ai à dire. J'entends à chaque fois que j'inspire confiance. La personne qui est avec moi, il me dit, c'est plusieurs personnes, c'est des pairs, c'est ma binôme dans des projets de coaching d'équipe. Enfin, une fois dans un événement, il y avait une grande dame marocaine, c'est la PDG d'un grand organisme, l'OFPPT, organisme de formation professionnelle. Et donc il y avait plus que 100 personnes. Et à la fin, je n'ai pas intervenu, je n'ai pas posé de questions, j'ai assisté au débat. Et à la fin, je voulais la saluer et la remercier pour les efforts, parce que c'est une grande dame, comme ce que je viens de dire. Et une fois, je commençais à me présenter, il me l'a dit aussi, que comme quoi, je ne l'ai pas lâché avec mes regards, j'inspire la confiance et il y a de l'énergie positive qui se dégage. Inspirer confiance et émettre de l'énergie positive dans mon espace. C'est peut-être lié à votre prénom. Ahlam, voilà, qui veut dire les rêves. Voilà, et donc qui transmet des rêves positifs. Certainement. Et à mon entourage, parce que c'est important quand même de bien choisir son entourage. Oui. Ça aussi, ça fait partie des clés du succès, je pense. Exact. Alors, moi, à titre personnel, j'ai quand même envie de vous demander si vous avez un message à délivrer pour des jeunes filles qui nous écoutent, notamment les jeunes filles qui sont en France, qui sont voilées. Est-ce que vous aurez un message positif à leur délivrer pour les encourager et pour encourager toutes les personnes qui sont un peu ulcérées par tout ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire, mais la chose la plus importante, c'est que soyez forte. Acceptez ce que vous êtes. Je l'ai dit au départ, c'est très très important. Il faut accepter que je suis comme ça. Montrez aux autres que c'est votre choix, si c'est votre choix. Si ce n'est pas votre choix, je vous invite à le changer. Je vous invite à faire votre propre choix. Ça, c'est un point très important. C'est très important. C'est très important. Ouais. Si c'est votre choix, il faut l'accepter et accepter ce que vous êtes et assumer ce qui se passe. En fait, comme vous le savez, j'ai eu une expérience en France, c'était en 2003. Et je ne pense pas qu'il y ait une autre personne qui a vécu ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Très lent. Il nous faut deux ou trois autres, je dirais, émissions pour pouvoir dire la globalité. Mais j'étais la première, et je dis bien la dernière, élève ingénieur voilée dans mon école. Avec beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages. On est arrivé à faire des circulaires pour me bloquer sur des points. Mais tout ça, ça m'a donné beaucoup plus de force. Ça m'a poussé à sortir de mon cadre. Un ingénieur, ce n'est pas un cadre. Donc, c'est quelqu'un qui sort. Et donc, plusieurs blocages. Après, dans un très grand organisme. Ça, c'est que pour le projet de fin d'études. Pas le travail, projet de fin d'études. Un grand organisme, un opérateur téléphonique. Et j'ai choisi une autre destination. Je suis partie, pas au Maroc, je suis partie en Belgique pour vivre autre chose. Pour avoir une autre expérience. Et après, j'ai constaté que tout ce que j'ai eu, c'était que des cadeaux du ciel. Toutes les souffrances, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui a fait Ahlam d'aujourd'hui. Et j'ai fait mon deuil sur toutes les douleurs que j'ai vécues en France. J'ai fait mon deuil. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai demandé des visites, j'ai demandé des rencontres avec Madame Martine Aubry, c'était Madame le maire à l'époque. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais je suis restée forte pour dépasser ça, pour dépasser tout ça. Mais après, comme ce que je vous ai dit, c'était des cadeaux du ciel. Et ça, c'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans.
Eh ben dis donc il nous reste encore du travail, mais merci beaucoup, Halem, d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Et donc, ça a été un grand moment. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Merci, Carole. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube et sur le site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci. Moi, j'ai une définition très particulière du mot de pouvoir parce que pour moi, je vois le pouvoir pour moi sur un plan de service. Servir une communauté. J'ai choisi de servir les femmes parce que j'ai choisi de travailler sur le mieux-être optimal des femmes. Donc la mission de notre compagnie, c'est de promouvoir le mieux-être optimal des femmes sur les plans individuels et collectifs par des femmes pour des femmes. Le mot pouvoir a une connotation négative parce que le pouvoir pour moi c'est obtenir des gens ce qu'on veut contre leur volonté. Et ça, on peut l'utiliser, ça sert à faire avancer la tâche. Mais quand on est un leader, la question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on l'utilise en permanence ? Parce qu'à l'utiliser en permanence, à un moment donné, on va saper la relation.